On attaque la première partie de restitution des connaissances. Donc, le document 1 représente un schéma d'une coupe transversale au niveau de la moelle épinière. On nous demande de légender le schéma du document 1, voici le document 1, en cochant, c'est-à-dire en mettant une croix, sur la bonne réponse. La légende de ces schémas est, on a 3 choix, A, B et C. Voyons le document. Donc ici, c'est la moelle épinière qui contient 2 parties. Un, c'est la substance blanche et 2, c'est la substance grise. La moelle épinière, comme on sait, est liée à 2 racines. La racine ici, comme ici on dit la face postérieure, c'est la racine postérieure. Et ici, c'est la racine antérieure. C'est 5, alors que 4, c'est la racine postérieure. La racine postérieure est caractérisée par un gonflement appelé ganglion spinal. La racine postérieure et antérieure sont reliées au nerf. Numéro 3, c'est le nerf rachidien. Donc, si on regarde les réponses, pour 1, c'est la substance grise, c'est faux. Donc, on va éliminer la réponse numéro 1. Pour la deuxième réponse, B et C, si on regarde, troisième, ils sont identiques, donc la substance blanche, 2, substance grise, c'est juste. Le nerf rachidien, 3, c'est juste. Ici, 4, la racine antérieure, alors qu'ici, c'est la racine postérieure. 4, c'est la racine postérieure. Donc, la réponse B est fausse. 5, c'est la racine antérieure. C'est juste. Et 6, c'est le ganglion spinal. Donc, on choisit la réponse C. Question numéro 2. Quel type d'influx nerveux transporte l'élément 4? L'élément 4, c'est la racine postérieure. Comme on sait, il y a 2 types d'influx nerveux, l'influx nerveux sensitif et l'influx nerveux moteur. Comme on sait, la racine postérieure, elle transporte l'influx nerveux sensitif. La racine antérieure, quant à elle, elle transporte l'influx nerveux moteur. Le nerf sciatique, quant à lui, il transporte les deux. Comme réponse, on va dire donc que la racine postérieure transporte l'influx nerveux sensitif. Question suivante. Coche la bonne réponse. La propriété de contractibilité du muscle squelettique est caractérisée par le gonflement musculaire et augmentation de la longueur du muscle. Gonflement musculaire et diminution de la longueur du muscle. Gonflement musculaire tout en conservant sa longueur. Donc, toutes les 3 réponses, il y a un gonflement musculaire, ici une augmentation, c'est faux, il n'y a pas augmentation. Par contre, et aussi il n'y a pas conservation de la longueur. Toujours on a un gonflement musculaire, mais la réponse juste c'est une diminution de la longueur du muscle. On va cocher la deuxième réponse.
citer un danger qui menace la santé du système nerveux et un autre danger qui menace la santé du système musculaire. Le danger qui menace le système nerveux, c'est l'alcool, les drogues, par exemple. On trouve aussi le bruit. Alors que le système musculaire, on trouve déchirure musculaire, par exemple. Exercice numéro 2, écrire vrai ou faux devant les propositions suivantes. Les champignons microscopiques se multiplient par sporulation. C'est vrai. Deuxième question, les bacilles lactiques sont considérés comme des micro-organismes pathogènes qui sont non pathogènes. On les utilise dans la fabrication des yaourts, par exemple. Donc, ce sont des micro-organismes utiles. Donc, c'est faux. C. Les virus se développent à l'intérieur des cellules mortes. Ici, au lieu de cellules mortes, ils se développent à l'intérieur des cellules vivantes. Donc, c'est faux. Le danger de certains microbes pathogènes se manifeste par la sécrétion des toxines. Les dangers des microbes, il y a la sécrétion des toxines, il y a aussi la possession de capsules par exemple, il y a aussi la multiplication à l'intérieur des cellules et pour les bactéries, c'est leur multiplication qui est rapide. Donc, c'est juste. On va écrire vrai. À la suite d'une blessure au niveau de la peau, des microbes pénètrent dans l'organisme et déclenchent une réaction inflammatoire locale appelée inflammation, qui se manifeste par des symptômes et l'intervention de la phagocytose. Bien sûr, il y a sortie des phagocytes qu'on appelle la diapédèse et par la suite, il y a la phagocytose. Citez les 4 symptômes de la réaction inflammatoire, puis rappeler par ordre chronologique les différentes étapes de la phagocytose sans les décrire. Donc, quels sont les symptômes de la réaction inflammatoire? On trouve, par exemple, le gonflement, la rougeur, douleur et augmentation locale de température. Le globule blanc va s'approcher du microbe et il y aura adhésion. Par la suite, le globule blanc va l'entourer grâce à des pseudopodes, c'est l'endocytose. Après, elle l'introduit à l'intérieur d'un phagosome, c'est l'ingestion. Par la suite, elle déverse des lysosomes, ce sont des enzymes qui vont assurer la dégradation du microbe, c'est la digestion. Par la suite, le reste du microbe va être expulsé à l'extérieur, c'est l'exocytose. Ces étapes constituent la phagocytose. Les étapes de la phagocytose, c'est l'adhésion, l'endocytose, l'ingestion, la digestion et puis l'exocytose ou aussi le rejet des déchets.
passe au premier exercice sur fonction de relation. Une personne a été hospitalisée en urgence. Elle a perdu la motricité de la partie droite de son corps. Paralysie de la face, membre supérieur et membre inférieur du côté droit du corps. La paralysie, c'est-à-dire la perte du mouvement. Elle ne peut plus mouvoir la face ni le membre supérieur et inférieur, mais du côté droit. Il y a une seule partie du corps qui est paralysée. Pourtant, chez ce même patient, le test médical du réflexe rotulien par un choc du marteau au niveau du tendon de la rotule entraîne tout de même l'extension de la jambe paralysée. Il y a eu donc un mouvement après excitation par le médecin grâce au test. Que montre le résultat du test médical du réflexe rotulien qu'a subi cette personne? On peut dire donc que la moelle épinière est intacte parce qu'elle est responsable du mouvement involontaire. On peut dire aussi que les nerfs sont aussi intacts parce que pour pouvoir faire un mouvement, les nerfs des membres inférieurs et supérieurs doivent être intacts pour transporter l'influx nerveux moteur. Et aussi, on peut dire que le muscle aussi est intact parce qu'il intervient aussi dans le mouvement. Deuxième question. Formulez une hypothèse logique pour expliquer la paralysie dont souffre cette personne. La paralysie, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir faire un mouvement. La paralysie, pour faire un mouvement volontaire, il y a intervention des nerfs, de la moelle épinière, du muscle et aussi de l'aire motrice qui est responsable du mouvement volontaire parce qu'elle contient des corps cellulaires où il y a naissance d'un influx nerveux moteur. Donc, on va dire peut-être que l'aire motrice gauche est atteinte, puisque ici, c'est le côté droit qui est paralysé. C'est le côté droit qui est paralysé. Et pour mouvoir le côté droit du corps, il faut l'aire motrice du côté opposé. Donc ici, c'est l'aire motrice gauche. Pour vérifier cette hypothèse, la personne est soumise à l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, qui a révélé une lésion localisée dans l'hémisphère gauche, la zone X, comme le montre le document 1. C'est une conséquence d'une hémorragie cérébrale locale. On nous montre ici le sillon de Rolando. Il y a le lobe pariétal, le lobe occipital, c'est-à-dire, et le cervelet, c'est-à-dire ici, c'est l'arrière, et ici, devant, c'est-à-dire le lobe frontal, devant le sillon de Rolando, on trouve la zone cérébrale X qui est lésée. Et ici, on parle de l'hémisphère gauche. La lésion, elle est située au niveau du côté gauche et devant le sillon de Rolando, parce que derrière le sillon de Rolando, on trouve l'aire de la sensibilité générale. C'est pas cette zone qui est lésée, c'est l'aire motrice, car elle est située au niveau de l'aube frontale, devant le sillon de Rolando. La question en vous appuyant sur les données du document 1 et en se référant à vos connaissances, identifiez alors la zone cérébrale X lésée dans le document 1. Notre réponse, c'est l'aire
motrice gauche, car on la retrouve devant le sillon de Rolando. Déduire donc la cause de la paralysie du côté droit du corps de cette personne. La cause de la paralysie, c'est la lésion de l'aire motrice du côté gauche. On peut dire aussi que l'aire motrice gauche est atteinte ou bien lésée. Quatrième question. En vous basant sur ce qui précède et sur vos connaissances, complétez les parties manquantes du schéma fonctionnel ci-dessous pour expliquer la relation entre la zone lésée et l'apparition de la paralysie du côté droit du corps du patient. Donc, on a ici une hémorragie cérébrale. Cette hémorragie cérébrale a induit la lésion de l'aire motrice gauche. D'où l'absence, donc, de naissance de l'influx nerveux moteur. Malgré l'intégrité ou bien le fait que les nerfs et la moelle épinière soient saines. Comme résultat, il y a donc paralysie du côté droit. Les pneumocoques sont des bactéries pathogènes qui causent la maladie de la pneumonie. On les retrouve sous deux formes différentes. Document 2, la forme 1, pneumocoque avec capsule, et forme 2, pneumocoque sans capsule. Pour mettre en évidence le facteur responsable de la pneumonie, des expériences d'injection de ces deux formes de pneumocoque ont été réalisées sur des souris saines A et B. Le tableau du document 2 résume ces expériences et leurs résultats. On va décrire l'expérience. On a injecté des pneumocoques avec capsule aux souris A. Comme résultat, il y a mort des souris par la pneumonie. Les deuxièmes souris, c'est-à-dire les souris B, on va injecter des pneumocoques sans capsule aux souris B. Comme résultat, les souris B restent vivantes. Question donc, expliquez pourquoi la souris A est morte par la pneumonie. La souris A, elle est morte, c'est le résultat, à cause de l'injection de pneumocoques avec capsule. Les capsules donc rendent la bactérie virulente ou bien pathogène. Comme réponse donc, on va écrire ils ont été injectés avec des pneumocoques avec capsule. Les capsules rendent la bactérie virulente. Question numéro 2. Expliquez pourquoi la souris B reste vivante. La souris B, elle est restée vivante parce que elle a été injectée par des pneumocoques mais sans capsule. Les pneumocoques sans capsule sont non virulents. Et elle a pu se défendre contre ces bactéries non virulentes. On va donc répondre et dire parce qu'ils ont été injectés avec des pneumocoques sans capsule, les bactéries sont non virulentes ou bien non pathogènes. Donc, deuxième question, déduire donc le facteur qui permet au pneumocoque de provoquer la maladie de la pneumonie. Donc le facteur entre les deux expériences, on trouve que la différence c'est soit avoir une capsule ou bien ne pas l'avoir. Le facteur qui permet au pneumocoque
de provoquer la maladie, c'est la capsule. Donc, on va dire que les capsules rendent la bactérie virulente ou bien pathogène. On signale que les analyses du sang de la souris B après l'injection des pneumocoques de la forme 2 ont révélé l'absence de ces bactéries dans le corps. Question: formuler une hypothèse pouvant expliquer l'absence des pneumocoques de forme 2 chez la souris B. Les pneumocoques de forme 2 sont des pneumocoques sans capsule. Et pour lutter contre les bactéries ou bien les antigènes, on a 3 voies de lutte, soit une immunité non spécifique ou bien une immunité spécifique humorale ou une immunité spécifique cellulaire. Voyons un petit rappel avant de répondre à la question. Donc un petit rappel sur l'immunité, on a la nature d'immunité, on trouve une immunité non spécifique et l'immunité spécifique. L'immunité non spécifique est dite aussi une immunité naturelle ou innée. Alors que l'immunité spécifique, on trouve 2 types. Elle est aussi dite acquise. On trouve l'immunité spécifique à médiation humorale et à médiation cellulaire. Les cellules immunitaires, on en trouve 3. Pour l'immunité naturelle, il y a l'intervention de ce qu'on appelle les phagocytes. Pour l'immunité humorale, il y a intervention des lymphocytes B. L'immunité cellulaire, il y a intervention de ce qu'on appelle les lymphocytes T. Les lymphocytes B vont produire ce qu'on appelle les anticorps. Ce sont des protéines qui vont assurer l'immunité humorale. Alors que les lymphocytes T vont produire des lymphocytes T8 tueuses ou dites aussi cytotoxiques. Le rôle pour les phagocytes, ils vont phagocyter ou bien ils vont assurer la phagocytose de l'antigène tout seul ou bien du complexe immune, c'est-à-dire de l'antigène fixé sur ou par les anticorps, et il va aussi phagocyter les cellules infectées lysées. Pour les anticorps, ils vont assurer la neutralisation de l'antigène, c'est-à-dire formation de ce qu'on appelle un complexe immune. Les lymphocytes T8 tueuses ou dites aussi cytotoxiques vont assurer la lyse des cellules infectées ou bien la destruction des cellules infectées et donc on obtiendra des cellules infectées qui sont lysées. Que ce soit le complexe immune ou les cellules infectées lysées, ils vont être phagocytés par les phagocytes. Donc, comme hypothèse, on peut dire que les pneumocoques sans capsule ont été éliminés grâce à la phagocytose, qui s'effectue grâce aux cellules appelées phagocytes. C'est-à-dire, il y a une immunité qui est naturelle contre les pneumocoques de forme 2, c'est-à-dire sans capsule. On peut supposer aussi que les pneumocoques sans capsule ont été détruits grâce à l'immunité humorale et l'immunité naturelle, c'est-à-dire grâce à l'intervention des anticorps qui ont neutralisé l'antigène, ici c'est les pneumocoques, et par la suite, ils ont été éliminés grâce à la phagocytose. Le complexe immune a été détruit par les phagocytes. On peut dire aussi que les lymphocytes T8 tueuses ont détruit les cellules infectées par les pneumocoques et par la suite, il y a eu destruction de ces cellules lysées.
par les phagocytes. En tout cas, on peut dire aussi qu'il y a une coopération entre les cellules immunitaires pour détruire l'antigène. Ici, c'est le pneumocoque de forme 2, qui sont non virulents. Cliquez sur abonner, j'aime si vous aimez bien sûr, et partagez notre chaîne qui est Science by Zohra. Merci.